Au sommaire, des ateliers d'IFTM focus sur l'Europe. Comment le vieux continent se prépare à la reprise du secteur du tourisme. Destination privilégiée par les Français. Quelles mesures faut-il favoriser pour développer l'afflux des visiteurs? Faut-il généraliser un passeport sanitaire pour voyager en toute sécurité? Toutes les réponses en compagnie de François-Xavier Isnik et ses invités. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue sur les ateliers d'IFTM, une émission hebdomadaire sur le tourisme que vous pouvez retrouver sur la Web TV du site internet de l'IFTM. Pour les touristes français, les pays européens devraient normalement être les premiers à rouvrir leurs frontières. Pour les pays du sud de l'Europe, plus dépendants du tourisme, le retour rapide des visiteurs étrangers est vital. Alors, comment le vieux continent se prépare à la reprise? C'est la question que nous allons poser à nos invités du jour. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Jean-Pierre Pinero, directeur France et Luxembourg de l'Office du tourisme du Portugal à Paris et président de l'Adoned. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour François-Xavier. À ma droite, on a le plaisir d'accueillir José Juan Espartero, directeur adjoint de l'Office du tourisme d'Espagne en France. Bonjour José. Bonjour. À ma droite toujours, Demi Vosicki, directrice France de l'Office national du tourisme de Grèce. Bonjour Demi. Bonjour. Et puis enfin à ma gauche, Cyril Cousin, directeur général du tour opérateur Visite Europe. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Et puis à distance, en visioconférence, on a le plaisir d'accueillir Maria Elena Rossi, directrice marketing de l'Office national italien du tourisme. Bonjour Maria Elena, vous nous entendez bien ? Je vous entends bien. Bonjour de Rome. Bonjour, on est ravis de vous retrouver. Et puis en direct de Bruxelles, Elisabeth Van Ingelgem, directrice stratégie et internationale de Visite Bruxelles. Bonjour Elisabeth. Bonjour à vous. On vous entend parfaitement, on ne perd pas de temps. On ouvre tout de suite notre première rubrique, la phrase du jour. Alors vous la lisez avec moi, nous présenterons ce mois-ci une proposition législative pour un Digital Green Pass afin de permettre aux Européens de se déplacer en sécurité au sein de l'Union européenne pour le tourisme ou le travail. Et c'est Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui a prononcé cette phrase il y a quelques jours. Alors Jean-Pierre Pinero, le Portugal était un ardent défenseur du passeport vaccinal. Cette annonce faite début mars est, on imagine, une très bonne nouvelle pour vous. Bien, François-Xavier, en fait, tout dépend de ce dont on parle. Parce qu'il y a eu beaucoup d'intitulés pour ce passeport vaccinal, certificat sanitaire. Ça a été très longuement débattu. Mais effectivement, depuis le début, le Portugal porte, avec d'autres pays de l'Union européenne, porte un projet qui était celui de trouver une solution le plus rapidement possible pour faciliter les déplacements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec notamment la présidence du Portugal de l'Union européenne, s'est mis à l'agenda du jour et on l'espère que nous arriverons à une décision définitive. En tout cas, le 1er mars dernier, on est arrivé à un premier consensus qui semblerait aller plutôt vers un certificat sanitaire plutôt qu'un passeport vaccinal. Mais voilà, l'idée étant de faciliter les déplacements le plus tôt possible et on l'espère dans un calendrier qui ira avec celui du tourisme, c'est-à-dire au moins pour le printemps-été. José Juan Espartero, la présidente de la Commission européenne, a prévenu quand même que le travail préparatif à ce passeport sanitaire prendrait au moins 3 mois. Or, votre ministre du Tourisme a prévenu, si l'Europe traîne, l'Espagne mettra en place des corridors sanitaires avec des pays tiers, comme la Grande-Bretagne, qui reste votre premier marché. Le risque, José, c'est celui-là, que le passeport vert ne soit pas prêt pour l'été. Oui, bien sûr. Et pour l'Espagne, c'est une question clé. Et l'Espagne a toujours défendu la valeur ajoutée et aussi la viabilité de cette sorte de certification qui prouverait à la frontière qu'on est libre du virus. Et alors, même si on comprend très bien la question, c'est que c'est une question épineuse, on ne croit pas que c'est une mesure discriminatoire parce que la certification ne serait qu'un autre moyen de prouver cet état de cause. Et même si quelqu'un n'a pas encore été vacciné, la frontière n'est pas fermée pour elle ou pour lui. On peut toujours voyager
Et je crois que le secteur a besoin de cette mesure. Et bien sûr, il y a marge de manœuvre pour que tous les gouvernements se mettent d'accord et mettent en œuvre une mesure de ce genre. Denis Vosicki, la Grèce a été la première à dégainer début février en mettant en place un accord avec Israël pour que les citoyens vaccinés puissent voyager librement entre les deux pays. Si l'Europe ne va pas plus vite, vous allez généraliser ce type d'accord ? Bon, tout d'abord, je voudrais dire que nous sommes très heureux que l'Union européenne avance sur cette piste-là. Vous voyez, tous mes collègues, on est tous dans le même principe. Et nous parlons bien sûr d'un certificat qui va faciliter la façon avec laquelle on voyage. Oui, c'est vrai, on a avancé avec l'Israël, on a fait un accord bilatéral et on est en négociation avec le Royaume-Uni et Chypre aussi pour voir si on pourrait avancer avec des accords pareils. Entre autres, je voulais bien souligner que vraiment, ce n'est pas une histoire de vaccination, c'est une histoire de faciliter la façon avec laquelle on peut voyager. Alors, soit on est vacciné, soit nous avons un test négatif, soit on a des anticorps parce qu'on a eu déjà la maladie. Cyril Cousin, en tant que dirigeant d'un tour opérateur, quelle est votre position sur ce passeport sanitaire, ce certificat sanitaire ? Très simple, qu'elle s'appelle certificat sanitaire, passeport vert, tout ce que vous voulez. Go, il faut de l'audace, osons, allons vite, parce que là, ça fait un marathon pour tenir. Là, il faut faire un sprint pour que ce soit prêt. Et autant que ce soit de manière multilatérale, ça serait beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Mais toute initiative permettant de lever des restrictions, des peurs, est le bienvenu quand on est à la tête d'un tour opérateur, compte tenu du marasme ambiant. Oui, il faut y aller au plus vite. Elisabeth Van Ingelgem, Bruxelles est une destination très présente sur le marché du maïs. C'est un marché aussi très sinistré par la pandémie. Le passeport vert, Elisabeth, est indispensable à la reprise de ce marché. Peut-on imaginer qu'il faudra demain le présenter pour accéder à un congrès international ou un salon international ? Alors, le passeport vert est effectivement une question qui est en cours de discussion par nos autorités. Comme vous le dites, le secteur maïs est crucial pour Bruxelles. Avant la crise, c'était près de 50% du tourisme, était du tourisme d'affaires à Bruxelles. Et c'est effectivement un secteur où on pense que la reprise sera moins rapide que pour le tourisme de loisirs. Donc, à notre échelle, à Visit Brussels, on analyse tous les leviers possibles pour accélérer cette reprise du maïs à Bruxelles, que ce soit en rassurant les organisateurs par rapport au protocole sanitaire en place, en les soutenant, ces organisateurs, en développant de nouveaux services pour pouvoir les aider au mieux et accélérer cette reprise, ou en développant une nouvelle offre plus adaptée à des nouveaux besoins, comme par exemple en termes d'organisation de réunions hybrides. Maria Elena Rossi, le journal Le Monde titrait récemment qu'un fossé s'était creusé entre les pays du sud de l'Europe, très dépendants du tourisme, et les pays du nord, plus industriels, et qu'évidemment, la position très prudente d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel au sujet du passeport sanitaire agaçait très fortement ces pays du sud de l'Europe. J'imagine que votre position, Maria Elena, est proche de celle de vos homologues portugais, espagnols et grecs ? Oui, tout à fait. L'Italie dépend 50% du tourisme international, en particulier du nord de l'Europe. Et notre ministre qui a participé pour la première fois à une réunion avec ses homologues européens, a soutenu et aussi demandé une accélération de cette mesure du Green Pass. Naturellement, nous savons que ce n'est pas seulement une question de vaccination, mais d'autres contrôles et aussi de sécurité de la part des touristes et de la part des opérateurs de l'industrie du tourisme. Nous avons eu l'année dernière une année qui va rassembler en quelque sorte ce qui s'est passé se passera cette année. Et ce qui est important, c'est aussi d'aller vite, parce que la saison a démarré très tard l'année dernière.
dernière, ce qui a empêché à nos entreprises, à notre industrie, vraiment de pouvoir avoir quelques mois de garantie de pouvoir travailler. Donc, je pense que le côté de la vitesse sera fondamental pour pouvoir partir dès que possible. À partir, je pense, déjà du mois de juin, il faudra trouver des mesures pour faire démarrer la saison. En tout cas, beaucoup d'impatience autour de cette table ronde pour ce certificat sanitaire, passeport sanitaire, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas ce document qui permettra cette reprise du voyage. On va essayer de dresser un tableau de la situation sanitaire et touristique dans chacun de vos pays. C'est notre deuxième rubrique, en chiffres. Alors, vous le voyez apparaître à l'écran, 500 millions de touristes en moins en 2020 en Europe, selon l'Organisation mondiale du tourisme. C'est la région qui a connu la plus forte chute en chiffres absolus. Ça représente une baisse de 70% du nombre d'arrivées. Jean-Pierre Pinheiro, ma question est simple. Le Portugal avait été assez épargné dans un premier temps par la pandémie, à tel point que de nombreux Français d'ailleurs s'y étaient rendus en fin d'année pour profiter des restaurants ouverts, sauf que malheureusement, vous avez eu un peu le retour de bâton de cette ouverture et depuis début janvier, la vague est arrivée. Quelle est précisément aujourd'hui la situation, Jean-Pierre ? La situation, elle est en stabilisation, on va dire. Il est évident qu'on a connu une période juste après les fêtes qui coïncidait. D'une part, c'est vrai, par un relâchement peut-être aussi des populations, mais c'est arrivé aussi, je vous le rappelle, avec cette arrivée de ces variants, notamment anglais, etc. Rappelant que l'Angleterre est un marché très important pour nous aussi. Ce qui compte, c'est de parler d'aujourd'hui et de demain. Et c'est vrai que nous sommes maintenant lancés dans une grande campagne, vaste campagne active, d'une part de tests, renforcer les tests, mais aussi évidemment de vaccination. Faut voir qu'aujourd'hui, le fameux indice R de transmission du virus est à 0,68, donc on arrive dans une phase déjà descendante, on va dire, de la pandémie. Et puis, nous sommes aujourd'hui déjà avec une forte politique de vaccination, arrivés au top 5 des pays européens qui vaccinent le plus par 100 000 habitants. Donc nous rattrapons le retard et nous avons en tête évidemment l'amélioration de la situation pour aussi rassurer le plus vite possible nos visiteurs. Et évidemment, concernant l'impact sur l'économie et sur le tourisme, nous avons fini l'année 2020 avec moins 75% des flux, et notamment des Français. Donc vous voyez, on était à 3,2 millions de Français, on est descendu à peu près à 750 000. Donc évidemment, il est temps de reprendre et de relancer la machine. Oui, personne n'a été épargné, c'est évident. José Juan Espartero, quelle est la situation sanitaire et celle des acteurs touristiques en Espagne? Est-ce que les restaurants et les hôtels sont fermés? On rappelle qu'1 euro sur 7 provient du tourisme, qui pèse près de 13% du PIB chez vous. C'est énorme. C'est énorme. Bon, l'expérience de ces derniers mois nous conseille d'être prudents et de garder à l'esprit que presque tout est provisoire. De toute façon, on peut dire, on observe que les données les plus récentes en Espagne nous permettent d'abriter un peu d'espoir, un peu d'optimisme. Et on observe que la courbe de la troisième vague est déjà dans la phase finale. Il y a moins de 4 000 nouveaux cas par jour, un taux d'incidence inférieur à 150%. Bon, c'est une belle nouvelle. Et on espère que cela se traduira par des diminutions dans les chiffres dans les hôpitaux, par un soulagement prudent, bien sûr, des mesures restrictives. Pourtant, l'Espagne est un pays très décentralisé et on peut trouver des endroits où les régions, en fonction de la situation spécifique, ont décidé d'ouvrir les restaurants, d'ouvrir les bars, mais même dans ces cas, il y a toujours des mesures de sécurité par rapport à leur ouverture, la réduction des capacités, conditions de travail, etc. Et en ce qui concerne les difficultés du secteur touristique, même si les aides publiques ont beaucoup aidé pendant la dernière année, des aides en matière de crédit, de travail, etc.,
il faut absolument la reprise des flux pour normaliser la situation. Et il faut aller vite. Demi Vosiki, le tourisme en Grèce représente entre 15 et 25% de l'économie selon la méthode de calcul. Où en est l'épidémie aujourd'hui en Grèce? Et on imagine évidemment que la situation est gravissime pour les acteurs du tourisme. Oui, permettez-moi de préciser que la contribution directe du tourisme au PIB grec, c'est de 11%. C'est la contribution indirecte qui arrive à 25%. Et il faut aussi souligner que le tourisme en général crée presque le 17% du nombre de postes total en Grèce. C'est ça pourquoi le gouvernement grec a soutenu le tourisme depuis le début, comme tous les pays ont fait. Alors, en 2020, les aides arrivaient à 24 milliards d'euros. Et en cette année 2021, il y a un supplémentaire de 7,5 milliards d'euros encore à verser. Par rapport à la situation de l'épidémie, se stabilise. On arrive petit à petit à réouvrir toutes les activités de l'économie. Nous restons quand même assez positifs, je dirais, parce que la Grèce, malgré la complexité de la situation de l'année dernière, a bien réussi. Les résultats étaient assez bien, entre guillemets, si vous voulez, ayant donné la situation. Et nous voyons que tous nos partenaires, le professionnel, les compagnies aériennes, ils vont même doubler leur capacité. Le français, les Anglais, les Allemands, à plus de vols, plus de destinations, à plus de capacités hôtelières en Grèce. Alors. Oui, donc quand même pas mal d'optimisme en tout cas. Exactement. Cyril Cousin, en France, nous sommes quasiment interdits de voyager depuis le 29 janvier dernier. Comment on vit cette situation au quotidien chez un tour opérateur comme Visite Europe? Pas simple, évidemment. On le vit pas bien, on le vit mal. C'est pas une vocation de ne pas travailler, donc ne pas pouvoir exercer notre métier est une douleur. Vous me posez la question depuis le 29 janvier, mais en fait, ça fait 1 an quasiment qu'on est à l'arrêt. On va fêter un triste anniversaire. Donc, il y a du chômage partiel. En moyenne, chez les tours opérateurs, et j'en fais partie, on est à 2/3 de chômage partiel. Donc, au début, on fait des conf calls avec les collaborateurs pour essayer de garder l'influx, des perspectives. C'est toutes les semaines. Puis on s'aperçoit qu'en fait, on passe tous les 15 jours et aujourd'hui, on est à tous les mois. Donc, non, c'est pour ça que j'ai employé tout à l'heure le mot de marathon. Là, on est dans un marathon pour tenir, mais le pire semble maintenant derrière nous. On commence à avoir de la lumière, du vaccin, des passeports sanitaires, des raisons d'espérer. Il faut maintenant tenir. Fluctuat nec mergitur, quoi. On va pas sombrer, il faut rester en ligne de flottaison, mais il faut que ça reprenne vite. Comment font les acteurs touristiques italiens et est-ce que c'est évidemment une question vitale pour eux, on imagine? Oui, pour l'Italie, le tourisme représente le 14% de notre économie et 4 millions de postes. Donc, voilà, crucial pour notre économie, surtout dans certaines régions. La situation à présent est très différenciée. C'est-à-dire que nous avons la Sardaigne qui est complètement, Covid-free et donc est dans une zone blanche, on l'appelle comme ça. Sinon, on a les différentes couleurs sur la base des contagions. Merci Maria Elena. On va essayer d'en savoir un peu plus sur ce retour espéré des touristes. C'est notre 3e rubrique. Demain, quelle reprise ? Alors Jean-Pierre Pinheiro, on rappelle que le tourisme pèse entre 9 et 10% du PIB portugais. Quels sont, vous, aujourd'hui, vos scénarios de reprise pour les mois à venir ? Alors, c'est difficile de prédire. Il faut reconnaître que lorsqu'on me posait la question en septembre dernier, j'étais persuadé que les vacances de la Toussaint allaient reprendre une certaine activité, allaient permettre la reprise d'une activité. Et puis finalement, la fin d'année est arrivée avec les variants, avec tout ce qu'on a connu. Donc c'est difficile aujourd'hui de prédire. Ceci étant, on veut rester optimiste. On veut rester optimiste et croire que la reprise se fera au fur et à mesure qu'on aura les annonces qu'on évoquait dans la première partie concernant cette certification ou cette facilité, on va dire, pour circuler. Comme disait la consoeur d'Italie, j'ai presque envie de dire que le nerf de la guerre, c'est quand même la réouverture des animations, des musées, des restaurants, des cafés, etc. C'est primordial. C'est primordial pour pouvoir attirer
et convaincre les Français de venir nous visiter. Restons optimistes. En tout cas, nous ne baisserons pas les bras et nous ferons tout en sorte pour rappeler que le Portugal, les destinations européennes, les destinations de proximité sont une alternative intéressante pour qui veut voyager. José Juan Espartero, le Premier ministre espagnol, a annoncé fin janvier que l'objectif était d'atteindre 70% de vaccinés en Espagne avant d'envisager un retour à la normale et donc un retour des touristes. Sauf que cet objectif ne sera pas atteint a priori fin août. Et ces propos ont évidemment déclenché de vives protestations des professionnels du tourisme espagnols. Les objectifs d'accueil de touristes étrangers ont-ils pu être clarifiés depuis cette polémique ? Oui, cette polémique a été dissipée parce qu'il y avait raison pour son existence. En réalité, le président a fixé cet objectif de 70% pour la fin de l'été, mais il a aussi parlé d'un processus de vaccination qui générerait des conditions de plus en plus favorables pour la réception des touristes internationaux. Alors, ce n'est pas incompatible une chose et l'autre. Ce n'est pas un seuil d'acceptabilité pour les touristes. Les conditions progresseraient et la situation s'améliorerait. Mais il faut toujours insister sur l'idée que l'Espagne n'est pas fermée et que les portes sont ouvertes. Oui, donc les Français pourront aller en Espagne, en tout cas, largement avant la fin août. C'est évidemment ce qu'on espère. Demi Vosiki, quel est votre calendrier de reprise en Grèce ? J'ai lu que le ministre du Tourisme et le Premier ministre avaient des objectifs très optimistes, très volontaristes. Oui. Alors, notre but est clair. Nous voulons une réouverture en toute sécurité pour tout le monde, pour le professionnel, mais pour le voyageur aussi. Alors, notre stratégie est spécifique. Ça va être basé beaucoup sur la campagne de vaccination. Et on va accélérer la vaccination des professionnels du tourisme pour vraiment créer une bulle, si vous voulez, de sécurité en plus. Et après, le Conseil des experts va élaborer sur le planning définitif. Entre-temps, nous allons lancer une nouvelle campagne qui va mettre l'humain au centre de la campagne, au cœur, et qui va faire un rebranding total, comme on dit. En plus, nous avons notre application mobile Visit Greece, où on peut trouver toutes les actualités par rapport à l'épidémie, le bon plan, plus un site spécial qu'on avait créé, qu'on appelle Destination Greece Health First, qui a été traduit en 6 langues, dont le français. Et je voudrais simplement ajouter que nous constatons des tendances positives de tous les marchés européens, parce que pour nous, c'est vraiment très important de voir les tendances du marché. C'est clair que les gens veulent voyager et nous constatons que les Français, vraiment, le désir de voyage est toujours assez fort. Cyril Cousin, la Banque de France a estimé que les Français avaient épargné 200 milliards d'euros supplémentaires depuis le déclenchement de la pandémie. On peut évidemment espérer que le tourisme profite de cette manne, notamment sur les destinations européennes qui devraient être a priori les premières à rouvrir leurs frontières. Oui, c'est un pari. C'est le pari qu'on fait également. J'ai peut-être un degré d'optimisme en moins par rapport à vos invités sur la vigueur et la vitesse de la reprise. Là, on vient de vivre 2 mois, janvier et février, qui sont habituellement nos principaux mois de réservation, parce que pas mal de vacances, surtout en circuit, s'anticipent. On ne décide pas de ces vacances du jour au lendemain. Donc là, nos 2 mois de réservation principale n'ont pas été au rendez-vous. Y aura-t-il un effet de dernière minute fort ? Je pense, comme vous, que l'été, le printemps est incertain. L'été devrait marquer la reprise. Et l'automne, la reprise nette et claire. Mais j'ai peut-être un petit décalage. Mais sur l'épargne des Français, l'envie de voyager, elle est là. L'argent, il y en a. Par contre, est-ce que dans l'arbitrage des dépenses, les Français auront préféré refaire leur piscine, s'équiper de prothèses auditives pour les plus seniors, comme on le disait en préparant cette émission, ou dépenser dans un beau voyage? Il y aura une reprise. Par contre, la force et la vitesse, c'est encore un peu inconnu à l'heure où nous faisons cette émission. Oui, donc ça reste en effet encore assez incertain. Elisabeth Van Ingelgem, quand est-ce que Bruxelles va accueillir de nouveau des touristes selon vous? C'est quoi votre calendrier? Alors c'est une question qui est extrêmement difficile à répondre
personne n'aura imaginé un scénario tel qu'on l'a vécu en 2020. Donc, la manière dont on aborde la situation, c'est qu'on imagine un retour progressif qui se fera en différentes phases. On va d'abord pouvoir accueillir des visiteurs locaux belges, ensuite d'une manière plus large, une fois que l'Horeca pourra s'ouvrir. Ensuite, on va pouvoir accueillir des visiteurs qui viendront de régions limitrophes, de pays limitrophes. Donc, ça va se faire de manière progressive. Nous, la manière dont on voit les choses, c'est qu'on veut préparer et anticiper au mieux ces différentes phases de reprise, pouvoir imaginer notre fonction de ces différents scénarios et activer des actions pour accélérer cette reprise au maximum. Maria Elena Rossi, on parle beaucoup d'un phénomène en ce moment qui s'appelle le revenge travel, qui signifie qu'on a tellement accumulé de frustration qu'on va se jeter sur les offres de voyage dès que les frontières seront rouvertes. Est-ce que vous y croyez en Italie à ce phénomène de reprise très rapide ? Alors, la demande est là, on le voit de tous nos enquêtes. Donc, c'est vrai qu'il y a une très, très grosse volonté et désir de partir. Cela dit, je pense que tout le monde est très bien conscient qu'on va partir pour des destinations très proches. Nous avons vu l'année dernière ce qui s'est passé avec le marché domestique et je pense que ça va se répliquer cette année aussi. Il y a une forte intérêt de la part aussi de chaque pays de maintenir un tourisme interne fort pour soutenir les destinations et pour soutenir l'économie. Donc, je pense que c'est un phénomène on va voir, bien sûr, et cette année aussi, très fort, mais tout le monde sait aussi qu'il y a un pourcentage, en particulier dans le secteur luxe, qui va évidemment être probablement un peu plus mobile et qui va donc aussi chercher des destinations plus exotiques, mais plus proches. Donc, voilà. Jean-Pierre Pinero, très, très brièvement, comment allez-vous accompagner cette reprise auprès des professionnels français, agents de voyage et tour opérateurs, et auprès du grand public ? D'abord, il est important de dire que nous n'avons jamais arrêté le dialogue depuis le début avec nos partenaires. Les compagnies aériennes, parce qu'il est primordial, lorsqu'il y a une reprise, qu'il y ait les vols. Donc ça, c'est très important. Et les tour opérateurs aussi, et le réseau de distribution, puisqu'il faut programmer, il faut que la destination soit en vente. Je crois effectivement que ça va se jouer par segment. Il est évident qu'on aura plus facilement peut-être les loisirs dans un premier temps, les groupes et les seniors un peu plus tard, et le voyage d'affaires ou le tourisme d'affaires encore plus tard aussi, même si je crois beaucoup que dans la situation qu'il y a entre le marché portugais et français, qu'il y a un fort lien économique, le voyage d'affaires devrait reprendre assez rapidement, parce que les gens ont besoin d'aller rencontrer les partenaires et les fournisseurs. En revanche, nous avons aussi conscience qu'il y a un potentiel énorme en attente. C'est tous les avaloirs et les vouchers qui sont dans les agences ou dans les poches, on va dire, des clients. L'enjeu, c'est de convaincre et de convertir ces avaloirs ou ces vouchers en réservation. Évidemment, nous ferons tout pour que ce soit, si possible, au Portugal. Mais tout ça pour vous dire qu'évidemment, il y a un enjeu considérable puisqu'on parle de énorme enjeu, puisqu'il y a une grosse somme qui est en attente dans les agences de voyage ou chez les particuliers. Et puis, il va falloir sensibiliser aussi nos professionnels du tourisme portugais, et nous avons commencé à le faire très activement, pour leur rappeler qu'il va être primordial de retravailler les conditions des réservations, d'annulation, etc. Parce qu'on le voit aujourd'hui, lorsqu'on en discute avec nos partenaires tour opérateurs et agences de voyage, que le client, lui, est très préoccupé par cela. Il est prêt à réserver si on garantit qu'il peut annuler très tardivement, sans conditions très pénalisantes pour lui. Donc, important de sensibiliser ceux qui font l'offre, nos hôteliers, nos réceptifs, etc., avec les tour opérateurs et les partenaires. José Juan Espartero, qu'allez-vous faire ? Quelles sont les actions que vous avez prévues pour accompagner cette reprise ? Bon, nous aussi, on a continué le dialogue et peut-être avec une certaine dose d'optimisme. Et on a prévu beaucoup d'activités dans notre planification et qui, dans leur exécution, est un peu incertaine. Mais de toute façon, notre mission à ce moment reste toujours celle de garder la flamme du désir de voyage allumée
inspirer et informer dans l'attente de retrouver un contexte qui permette une reprise des flux et des ventes surtout. On est d'accord avec cette idée de la demande différée. Nous croyons qu'il y a un désir de tourner la page et de prendre la revanche par rapport au virus énorme. Et on compte sur cette idée pour la reprise. Par rapport à notre office, à part ces dialogues, à part la communication, on doit reconnaître que la numérisation c'est imposé partout. Et on a dû transformer notre conduite vis-à-vis le secteur. Et on a numérotisé le marketing, la relation avec la presse, les fan trips, les foires, bien sûr. Et on continue à s'adapter, à faire notre mieux pour prêter un bon soutien au secteur, les professionnels, les touristes. Et on peut annoncer que pendant la seconde partie de l'année, nous comptons participer aux foires avec une présence physique, comme par exemple Topresa. Nous resterons ici et nous chercherons à faire notre mieux. Vous serez donc présent sur IFTM Topresa du 5 au 8 octobre. C'est une très bonne nouvelle. Demi Vosicki, avez-vous prévu des actions particulières sur le marché français dans les semaines, les mois qui viennent ? Oui, il y a toujours, comme vous savez, le tourisme, c'est vraiment quelque chose de très dynamique, mais dans une période très compliquée comme ça, on est obligé de continuer à bouger, continuer à avancer, continuer à faire des plans qu'après on revoir et on change les dates. En général, nous allons bien sûr pour la deuxième partie de l'année, nous espérons que tous les salons comme Topresa, comme d'autres salons seront là au rendez-vous parce que vraiment tous les professionnels ont tellement besoin de se retrouver dans des circonstances plus ou moins classiques, je dirais. On est un peu... On est tous fatigués un peu avec les visioconférences, etc. Bien sûr, le planning de voyage de presse, ça avance. Après, il y a vraiment des campagnes, comme on fait toujours avec nos partenaires, sont aussi prévues. Mais par rapport au timing, on est un peu à l'attente pour vraiment trouver le bon moment pour les lancer. Elisabeth Van Ingelgem, avez-vous prévu une ou des actions particulières sur le marché français ? Alors oui, nous avons tout un planning d'activités prévu sur le marché français qui est un marché extrêmement important pour nous, pour Bruxelles. Pour nous, ce qui est vraiment très important, c'est de maintenir le contact avec les professionnels, être là à leur côté, pour voir comment est-ce qu'on peut les soutenir au mieux, adapter nos services. On imaginera aussi pour le grand public des campagnes de communication qui vont suivre un différent phasage. Donc dès qu'on pourra de nouveau accueillir des touristes français, on sera également présent sur ce marché. Ce qui est important aussi pour préparer cette reprise, c'est qu'on veut rassurer un maximum et nous sommes prêts avec des protocoles de sécurité sérieux pour pouvoir accueillir les visiteurs français en toute sécurité le plus vite possible, on l'espère. Maria Elena Rossi, comment allez-vous accompagner cette reprise, vous, auprès des professionnels français et du grand public français ? Alors, d'un côté, nous faisons un travail avec nos professionnels pour chercher d'augmenter les compétences, en particulier au niveau de la digitalisation en général. Et ça, c'est un passage très important aussi par rapport aux professionnels français. Donc, nous avons monté depuis l'année dernière des plateformes virtuelles qui mettent en contact les opérateurs italiens avec les opérateurs internationaux et français. Et tout cela sera accompagné aussi par une campagne très importante qui partira
au bon moment pour lancer de façon aussi complètement nouvelle l'Italie aux yeux de Français par rapport aux nouvelles approches que nous avons de développement durable, aussi de nos villes qui sont en train de se transformer dans cette direction-là. Cyril Cousin, pour cette reprise, avez-vous fait évoluer votre production? Est-ce que vous vous concentrez sur des produits ou des destinations en particulier? Comme on le disait tout à l'heure, il est probable que les Français vont avoir le goût de partir proche de chez eux. Le long courrier aura un temps de reprise encore plus long, donc priorité au bassin méditerranéen et aux destinations proches d'Europe centrale concernant nos produits. Quant au sujet qu'on entend beaucoup en ce moment, le tourisme d'après, etc. Je vous rappelle qu'on parlait du flag shaming quand c'était le temps de l'opulence, et là on parlait il y a 5 minutes de revenge travel quand c'est la crise. Donc je pense que le vrai sujet, c'est l'envie de voyager est toujours là. Mais c'est retrouver le goût des choses, retrouver le goût d'avant, retrouver le goût du voyage. Dans un premier temps, notre production n'aura pas été révolutionnée, ce sera un sujet qui viendra après. Il y a eu tellement de privations et d'envie que simplement retrouver le goût du voyage suffira dans un premier temps. Et oui, effectivement, les destinations proches auront sûrement le choix des Français, mais je m'inquiète un petit peu quand on entend que 45-50% des choix de vacances d'été sont déjà faits et resteront en France. Alors vous parliez, Cyril, du tourisme d'après. On va maintenant essayer de se projeter un peu plus loin parce que cette crise pourrait bien quand même modifier le tourisme en profondeur. C'est notre rubrique « Le monde d'après ». Jean-Pierre Pinero, on parle beaucoup du tourisme d'après-Covid. Est-ce que cette crise du coronavirus peut pousser le Portugal à repenser son modèle touristique ? Alors, j'ai envie de vous dire oui et non. Oui, parce qu'évidemment, on se pose tous de nouvelles questions, si je puis dire, avec l'arrivée de cette pandémie et de toutes les conséquences que cela a pu avoir. Ceci étant, les questions concernant un tourisme plus durable, plus vertueux, ce ne sont pas des questions nouvelles. Bien avant le Covid, nous nous posions déjà ces questions-là. Et d'ailleurs, le gouvernement portugais et les institutions de tutelle du tourisme au Portugal avaient déjà défini et lancé le vaste programme de tourisme durable pour le Portugal sur la période 2020-2023. Et donc, qui a été une réflexion qui a débuté en 2018-2019. Donc, c'était déjà une question très forte pour un tourisme plus vertueux et voyager autrement. Évidemment que cela a pu accélérer les choses. Alors, je ne dirais pas tant au niveau des destinations que nous sommes, de la réflexion depuis les destinations, mais peut-être que ça va accélérer les choses au niveau donc, de la demande. C'est-à-dire que le comportement du consommateur va être différent, probablement, même si, évidemment, ce sont des supputations que l'on fait pour l'instant, parce que l'on verra concrètement comment les gens vont réagir et s'ils ne vont pas continuer à chercher le prix ou d'autres critères, finalement, concrètement, sur le papier. Mais en tout cas, on peut imaginer qu'il y aura une demande un peu différente, et notamment pour des destinations moins surexploitées, pour probablement que les resorts, dans un premier temps, seront moins recherchés que les destinations rurales, que la montagne, l'intérieur du pays. On l'a vu cet été dernier avec le comportement des Français, qui ont recherché la montagne, notamment. On l'a vu au Portugal aussi, sur le tourisme domestique, avec les Portugais qui ont recherché aussi l'intérieur du pays, mais aussi les îles, comme les Açores ou Madère. Pour répondre à ce que disait notre collègue donc, de Visite Europe, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un manque d'exotisme. Les destinations lointaines ne sont pas vendables, ne sont pas ouvertes. Et donc, on a une possibilité là peut-être aussi pour les destinations européennes considérées exotiques. Je pense évidemment à Madère, aux Açores, mais aussi les Canaries, par exemple. Donc, il y a aussi une porte ouverte pour cette recherche d'exotisme et loin de la confusion touristique et des resorts hôteliers. José Juan Espartero, l'Espagne, l'été, c'est vrai que c'est surtout une image sol y playa. Cette crise peut-elle modifier l'offre et l'expérience touristique espagnole dans les années à venir ? Vraiment, chaque crise génère ses opportunités. Et il semble évident que cette crise nous pousse vers un tourisme plus écologique. Et la pandémie a démontré notre résilience scientifique et technologique, mais aussi notre vulnérabilité vis-à-vis de la nature. Et c'est à nous de concilier notre tourisme, notre activité économique avec un concept de durabilité
qui ne touche pas seulement l'environnement, mais aussi la culture, l'économie, la société, etc. Il semble que cette crise ne sera pas suivie par une reprise instantanée. Et alors, il vaudrait mieux de faire des efforts pour nous adapter à un tourisme nouveau qui va s'installer d'ores et déjà. Et, il faut, je crois, diversifier les marchés, les produits, les services, bien sûr. Et il faut renforcer la gestion des crises. Et il faut l'analyse des marchés. Et il faut beaucoup de choses. Et l'Espagne ne peut pas rester en arrière. Et l'Espagne ne peut pas non plus se passer du soleil et de la plage. Alors, il faut concilier. Mais bien sûr que l'Espagne veut une utilisation plus rationnelle de ses ressources. Elle veut un tourisme plus compatible avec la nature, un tourisme interne, intérieur, un tourisme de la montagne, culturel, sport, par exemple, tout ça. Et pour poursuivre cette transition stratégique, il y a beaucoup d'argent public derrière cette idée. Et il y a un plan de modernisation et de compétitivité pour le secteur de plus de 3,4 milliards pour les prochaines 3 années. Et c'est ça, nous sommes dans le même effort que tout le monde et nous espérons de le bien faire. Demi Vosicki, certains sont sceptiques et on peut les comprendre. Vous y croyez à ce tourisme plus écologique, plus vertueux dont on parle pour l'après-crise ? Oui, nous y croyons beaucoup. Un tourisme plus responsable et plus écologique pour tout le monde. Et par exemple, je vous donne un exemple de cette tendance qu'on voit déjà en Grèce. Nous avons des destinations en train de devenir 100% durables. Des petites îles comme Astypalia. Et en ce moment, par exemple, on est en train de faire un e-learning auprès des agences voyage français. Nous mettons toutes ces initiatives en avant pour que les gens comprennent qu'il y a vraiment une tendance qui vraiment est déjà là au niveau pratique. Entre autres, la Grèce, depuis le 1er février, a interdit officiellement tous les plastiques à usage unique et non biodégradables. Alors ça montre à nouveau cette vraiment décision qui était déjà prise. C'est clair que les gens, pour l'instant, comme nous, comme toute l'industrie a pris le temps de réimaginer, replanifier l'avenir du tourisme. J'ai l'impression que les voyageurs ont fait la même chose. Ils vont chercher pour plus des expériences authentiques. Ils vont vouloir explorer les petits trésors cachés, pas dans ces cadres de tourisme des masses qu'on avait auparavant. Et bien sûr, l'hospitalité grecque et les expériences authentiques restent toujours dans le cœur de notre produit. Cyril Cousin, cette crise peut-elle être de nature à modifier le paysage du tour operating en France, à vous contraindre finalement de modifier aussi votre production et votre façon de travailler ? Ça fait 2 questions bien différentes. La première question, oui, il est difficile d'imaginer que quand on a une chute de 80% de son activité pendant 1 an, ça soit sans conséquence sur le système économique global du tour operating en France. Donc oui, bien qu'on ait un État français, redisons-le, qui était très présent et qui nous a beaucoup soutenus, il est probable que ça laisse des traces. Et on voit notamment les colosses au pied d'argile, les gros industriels ont été fort impactés sur le marché français. Alors est-ce que cette crise va encore accélérer la donne ? Ça, on le verra. Mais oui, il y aura des conséquences sur le paysage touristique, c'est sûr. Après, sur la deuxième question, sur est-ce que ça nous force à adapter notre production, etc. Moi, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne crois pas à la révolution du grand soir due au Covid. Effectivement, ces aspirations de voyage plus éco-responsables étaient antérieures à cette crise du Covid. On le sentait monter. Donc, c'est une évolution requise. La crise du Covid, à mon avis, sera
blanche sur ce côté demande d'éco-responsabilité immédiat. Après, effectivement, est-ce que les prix de l'aérien, compte tenu des capacités qui seront pas tout à fait présentes au même niveau qu'elles étaient en 2019 avant 2024, ne va pas renchérir le coût des voyages? Donc beaucoup de questions qui font qu'on pourra adapter notre production par rapport au pouvoir d'achat aussi de nos consommateurs, qui est donc avant l'éco-responsabilité, retrouvons déjà un écosystème pérenne et qui reprenne pour voir où on se situe. Mais générationnellement, oui, c'est sûr qu'à long terme, l'éco-responsabilité va monter, mais je ne pense pas que le Covid a créé une subite demande de voyage éco-responsable plus grande. Elisabeth Van Ingelgem, pour une grande capitale touristique et MICE comme Bruxelles, cette crise peut-elle modifier certains modèles ? Oui, je le pense. Je pense qu'on va tous devoir se réinventer à cette crise, spécialement quand on parle aussi du secteur MICE. C'est un secteur qui va aussi devoir se réinventer. On a parlé de durabilité. Je pense que c'est effectivement une tendance qui va rester. Je pense que l'expérience c'était déjà une tendance qui était là effectivement aussi préalablement, mais ça va devenir encore plus important de pouvoir vraiment offrir une qualité d'expérience parfaite, que ce soit pour un touriste de loisirs ou un visiteur qui vient pour assister à un congrès, une conférence. Je pense qu'on va aussi devoir saisir tout le potentiel du digital. Les modèles hybrides, que ce soit de nouveau pour du MICE ou pour certains événements culturels, je pense, vont rester aussi et vont pouvoir ouvrir de nouvelles opportunités. Donc voilà, au niveau de Bruxelles, on essaie vraiment d'accompagner les secteurs pour pouvoir saisir toutes ces opportunités et s'adapter à ces nouvelles attentes de nos visiteurs, qu'ils soient visiteurs de loisirs ou MICE. Maria Elena Rossi, l'absence de touristes a fait du bien à certains sites trop fréquentés. Je pense évidemment à Venise, par exemple. Beaucoup disent que cette crise sera un coup d'arrêt au tourisme de masse. Est-ce que vous, Office du tourisme, vous pourriez le souhaiter finalement, ce coup d'arrêt, et vous dire « accueillons moins de touristes, mais essayons de les accueillir dans de meilleures conditions ». Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle, l'absence de tourisme, mais ça déclencher une réflexion importante, surtout dans les grandes villes. Et donc, en fait, il faut profiter. C'est la seule chose qu'on puisse faire pour changer les modèles. Vous avez parlé des grandes villes. Évidemment, les modèles chez nous sont différents. Nous avons les grandes villes touristiques, les villes d'art. Nous avons les modèles du balnéaire. Nous avons le modèle des Alpes. Nous avons le modèle des petits villages. Je pense que, comme on disait, le thème du tourisme durable était déjà là auparavant. Et voilà, maintenant, cette grave crise nous mène à réfléchir sur la gestion. Et c'est différent que parler de over-tourism, c'est gérer le temps, quand, qui, combien de personnes. Je pense qu'avec le digital, cela est très, très bien possible. Mais je pense aussi que les villes sont en train vraiment de réfléchir sur de nouveaux modèles qui sont liés d'abord à une meilleure qualité de vie pour les citoyens qui vivent et donc par conséquent aussi pour les touristes qui vont venir donc du transport, à partir du transport à d'autres opportunités que cette crise nous a amené. Donc je pense que le grand défi que nous avons devant nous, c'est de balancer le développement durable avec le développement économique et social. Donc, c'est ça vraiment le vrai défi pour le tourisme des grandes destinations comme l'Italie. Merci Maria Elena. Nous arrivons au terme de cet épisode des ateliers d'IFTM. J'aimerais évidemment remercier nos 6 intervenants. Merci beaucoup à eux. Et puis, j'aimerais vous remercier, vous les internautes, pour avoir suivi cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et pour suivre en temps réel toutes les nouveautés et le programme des ateliers de l'IFTM, je vous invite à vous abonner aux réseaux sociaux @IFTM ainsi qu'à la newsletter. Et puis évidemment, je vous donne rendez-vous du 5 au 8 octobre prochain dans les allées de l'IFTM physiquement. On sera évidemment très très heureux de vous accueillir et de
s'y retrouver tous ensemble. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt, en tout cas à la semaine prochaine.